La mort imaginale de Philippe Paternoli aux éditions du Caïman. Troisième mue, Éric et Nora, Montagne Sainte-Victoire. 9 mai 2019. La serrure vola en éclats. Noix d'explosifs C4, détonateur commandé par téléphone portable, un jeu d'enfant. Un grand coup de pied et la porte s'ouvrit. MP5 en main, Marco de Sabot se retourna vers le maton qui lui avait remis l'arme 30 secondes plus tôt. Brève rafale, l'homme s'effondra, il ne servait plus à rien. Sabot l'éliminait. Sabot raisonnait ainsi. L'homme aurait dû le savoir, aurait dû se renseigner avant de se laisser corrompre, n'aurait pas dû croire aux sirènes, ni aux miroirs aux alouettes, ni aux promesses de dizaines de milliers d'euros. Mourir pour des billets. Oui, mais de mort lente, c'était râpé. Des sirènes retentirent, pas le temps de traîner. Encore 4 portes à franchir. Sabot s'empara de l'arme de sa victime, enfonça une nouvelle noix de plastique dans la serrure de la porte suivante, planta le récepteur détonateur, pressa sur son portable la touche raccourcie du numéro qui déclencha l'explosion. Sabot défonça la porte tout en faisant feu, à l'aveugle. Des gardiens venus en renfort auraient pu se trouver derrière. Il n'en était rien. Il était 4 heures du matin. C'était le jeudi de l'Ascension. Comme prévu, les effectifs ne devaient pas être pléthoriques. Les sirènes gueulaient, assourdissantes. Dans les cellules, tous les prisonniers, réveillés, gueulaient eux aussi, tapaient leurs gamelles contre les portes métalliques. Sabot tira une salve sur les caméras de surveillance, au cas où. Porte suivante, derrière une cour intérieure. Pas encore l'air libre. Il y avait 2 autres portes à franchir avant de sortir de l'enceinte de la prison. Boum, le C4. C'était presque trop facile. Dans cette cour, pas de poste de guet. Les choses allaient se compliquer derrière la porte suivante. Se compliquer vraiment. Sabot risquait de se retrouver face à un peloton d'hommes en armes, ainsi que sous le feu de 2 miradors. Il aurait besoin d'une aide extérieure, c'était prévu. Il attendit, adossé au mur. Juste à côté de la porte dans la serrure de laquelle il venait d'enfoncer explosifs et détonateurs. Il garda son arme braquée vers celle qu'il venait de franchir. Des matons allaient surgir à sa poursuite d'un instant à l'autre. Une affaire de quelques secondes. Tout pouvait échouer et ça ne dépendait plus de lui. Double explosion. Celle que Sabot attendait. Depuis l'extérieur. Goïko était au rendez-vous. Sabot fit sauter la porte. De l'autre côté, des tirs d'armes automatiques, des cris, des plaintes, des morts. Goïko faisait le ménage, nettoyait la dernière enceinte. Depuis les miradors, les tireurs ripostaient, envoyaient la sauce dans un roulement de tonnerre. Sabot entendit le sifflement des fumigènes. Il ouvrit la porte, se roula à terre sous le nuage glacé. Les miradors crachaient en direction de la porte extérieure. Au jugé, comme prévu, Goïko balança une pluie de grenades défensives dans leur direction. Pas sûr d'atteindre les tireurs, mais le but était de les faire taire quelques secondes. Le temps pour Sabot de se ruer vers la sortie. Il n'avait pas besoin d'y voir clair. Il connaissait les lieux par cœur. Le feu d'un mirador reprit. Sabot entendit les balles siffler autour de lui. Il franchit l'ultime porte. Dehors, un brouillard épais rendait la nuit plus dense encore. Brouillard artificiel. Goïko avait tiré un véritable feu d'artifice, un mur de fumigène. Du haut du mirador encore actif, le tireur balayait l'espace dans la largeur. Sabot courut droit devant lui. Zigzaguer était inutile. Il fallait courir droit, courir vite, et compter sur la chance qu'aucune rafale ne vienne le couper en deux. Sabot eut cette chance. Il rejoignit Goïko à l'orée d'un bois après 5 minutes de course effrénée. Les 2 hommes se donnèrent une brève accolade. Goïko avait préparé des semelles en caoutchouc à enfiler par-dessus celles de leurs chaussures. Changement d'empreinte. Ils reprirent leur course. Une voiture les attendait 500 mètres plus loin. Sabot changea encore de semelle caoutchouc. Goïko grimpa à l'avant de la voiture. Celle-ci démarra aussitôt. Sans Sabot. Fausse piste.
Le conducteur et Goïko allaient rouler 5 kilomètres en direction de Châteauroux, abandonner le véhicule en l'incendiant, grimper à bord d'une autre voiture, rouler en direction de Bourges. Pendant ce temps-là, Tsabo courut 1 kilomètre au cœur de la nuit. Il vit une lueur à l'horizon en arrivant au cimetière de Girugne. Goïko cramait sa voiture. Il reprit sa course à travers les allées du cimetière, suivit le plan qu'il avait appris par cœur jour après jour. Il trouva le caveau de la famille Lamennais, ouvrit la lourde porte, posait au sol une lampe torche. Tsabo éclaira en dirigeant la lumière vers le sol, referma la porte du caveau. Entre les cercueils, des vêtements taillés pour la haute montagne, de la nourriture. Tsabo allait devoir vivre une semaine avec les Lamennais, le temps que les recherches de proximité soient abandonnées. Il déroula le tapis de sol, s'enveloppa dans une couverture polaire, mangea 2 barres de céréales et but une longue gorgée d'eau. Éteignit la lumière. Tsabo demeura seul parmi les morts pendant toute une semaine. Aucun souci pour lui. Il était dans son élément en leur compagnie. Emmitouflé dans son équipement de haute montagne, il avait eu presque trop chaud. Il n'avait pris aucun risque, n'avait pas rallumé sa lampe torche. Le caveau n'était pas si vaste, il avait tout sous la main. Il avait pissé et chié dans un coin. L'odeur ne l'avait pas incommodé. Pas plus que celle des défunts Lamennais. Il avait cohabité avec insectes et arachnides et invertébrés rampants. En 8 ans de centrale, il avait pris l'habitude de ce genre de bestioles. Sa présence avait attiré plusieurs chats aux abords du caveau une fois tombée la nuit. Sans importance. Plus stressant, des chiens l'avaient flairé pendant le jour. Il ne s'agissait pas que leur maître fasse du zèle, prévienne le gardien du cimetière, que ce dernier donne l'alarme. Heureusement pour Tsabo, de leur maître, les chiens n'avaient récolté qu'engueulade, et après une vive traction sur leur laisse, ils avaient abandonné la piste fraîche de l'ennemi public numéro 1, après un couinement plaintif. Hormis ces alertes, calme plat. Les flics avaient négligé les cimetières. Les recherches s'étaient focalisées en direction de la N151 et de l'A20, en direction de Bourges, Vierzon et au-delà, Paris. La chasse à l'homme s'était éloignée. Le plan de Goïko avait fonctionné à la perfection. Au soir du 17 mai 2019, à la nuit tombée, Goïko siffla entre ses doigts selon un code établi. Tsabo s'arc-bouta contre la porte du caveau pour l'ouvrir. Les 2 hommes se donnèrent l'accolade. Puis Goïko aida Tsabo à refermer le caveau. Avec un peu de chance, aucun Lamennais n'allait mourir d'ici quelques années. Cela leur laissait du temps, et quand bien même.